Bienvenue à l'Espace Dickens pour cette soirée Monnaie citoyenne et monnaie pleine, qui fait donc partie du cycle de conférences sur les chemins d'une autre économie qu'on a lancé cette année et qui va continuer l'année prochaine, en 2017. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Espace Dickens, je vais juste dire deux mots. Donc, c'est une association qui a maintenant bientôt 2 ans, qui loue ces salles. Donc, si vous avez des choses à organiser, des conférences, des sessions de travail, voilà, vous pouvez venir ici louer des salles. Et voilà, ça c'est une activité, mais surtout notre but, c'est en fait de réunir la société, les acteurs de la société civile pour des débats et puis aussi pour faire le lien avec les autorités publiques et notamment la ville de Lausanne. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants qui vont nous parler de la monnaie citoyenne et monnaie pleine. Donc j'ai à mes côtés Virgile Perret, qui a un doctorat en sciences politiques de l'Université de Lausanne et qui a écrit un livre intitulé « Monnaie et citoyenneté ». Et ce livre, il va vous le présenter de manière courte ce soir. Et ça va poser un petit peu le cadre théorique sur cette question. Et dans un deuxième temps, nous aurons Monsieur Mottier, qui est assis là, qui va nous présenter l'initiative Monnaie pleine, qui est en fait qui illustre en fait un aspect de la relation entre monnaie et citoyenneté. Ouais, je me mets debout parce que j'ai des fois des chutes de assis pour éviter, mais des chutes de pression. Voilà, ouais, c'est pour ça. Et donc, finalement, nous aurons Monsieur Haim, qui est assis ici dans l'audience, si on a le temps, qui va aussi parler quelques minutes, qui fait également partie de l'initiative Monnaie pleine, qui est le secrétaire du bureau roman, voilà, de Monnaie pleine, et qui va également dire quelques mots et puis peut-être éclaircir certaines questions qui sont fréquemment soulevées sur cette initiative. Voilà, et ensuite, bien sûr, comme à chaque fois, on va essayer de garder une demi-heure pour la discussion, et ensuite, il y aura un apéritif. Voilà, bonne soirée à vous. Merci à tous d'être ici. Je vais essentiellement présenter assez brièvement mon livre qui porte sur la problématique monnaie et citoyenneté. En fait, ce livre est une version remaniée de mon doctorat que j'ai fait à l'Uni de Lausanne, qui m'a pris quelques années et qui est sorti donc en 2015. Et donc, ça devrait introduire, j'espère, le débat que vous aurez ensuite sur l'initiative Monnaie pleine, puisqu'en fait, l'initiative Monnaie pleine, à mon sens, illustre un aspect de cette relation entre monnaie et citoyenneté. Alors, je vais diviser ma présentation en 4 parties. Donc, d'abord, je vais introduire quelques considérations générales sur la monnaie. Ensuite, je me focaliserai plus précisément sur cette relation monnaie-citoyenneté et dans un troisième temps, j'illustrerai mon propos avec l'impact de la globalisation financière sur cette relation. Et puis finalement, je conclurai. Voilà, donc d'abord, une question toute simple. Donc, qu'est-ce que la monnaie? Quand on pose cette question, il y a à peu près, quand on regarde dans la littérature, il y a à peu près autant de définition que d'auteur, donc c'est une question très très vaste. Moi, je donne une réponse là qui est qui est assez générale. Je ne sais pas si on m'entend bien dans le métro. Ouais. Très bien. Une réponse assez générale en fait, qui évidemment va bien au-delà de la forme matérielle de la monnaie, hein, puisque la monnaie, donc je la définis comme un ensemble d'institutions, de politiques et de règles qui organisent le système des paiements sur un territoire. Ça peut être un territoire national, ça peut être un territoire transnational comme l'euro, et puis ça implique au moins ces différents éléments. Donc tout d'abord de définir une unité de compte, donc une monnaie avec un nom, une symbolique monétaire. Cette monnaie, elle peut prendre différentes formes, hein, donc évidemment matérielles, les billets, les pièces, mais aussi électroniques. Hein, vous avez tous des cartes de crédit ou des cartes avec des puces électroniques, et puis virtuelles de plus en plus avec Internet. Il faut aussi un institut d'émission, donc ça c'est essentiellement les banques centrales. Elles peuvent être indépendantes, comme c'est le cas actuellement dans la plupart des pays et puis aussi dans l'Union européenne, mais auparavant elles n'étaient pas indépendantes, elles étaient
plus liées au gouvernement. Elles avaient un mandat politique. L'indépendance des banques centrales, c'est quelque chose qui est venu avec le courant monétariste des années 70-80. Il faut alors évidemment une politique monétaire qui est conduite par la Banque centrale. La politique monétaire, elle poursuit généralement des objectifs de politique économique générale, donc évidemment la croissance, le plein emploi, la stabilité des prix et les taux de change. Mais de nouveau, ça c'est les 4 objectifs généraux de politique économique qui est censé poursuivre la monnaie, mais avec le monétarisme, on a généralement recentré la politique monétaire sur la stabilité des prix au détriment, si vous voulez, des autres objectifs, en particulier par exemple du plein emploi. Même si, évidemment, depuis la crise financière avec la politique des taux bas, on est dans une phase un peu différente où là, on essaye, enfin, la Banque centrale européenne essaye, avec des taux bas, de créer de l'inflation, de relancer la croissance, mais sans beaucoup de succès. Et puis, il faut évidemment des banques commerciales. Les banques commerciales, c'est elles qui font donc des crédits pour financer l'économie, financer les entreprises. Et puis, à travers le crédit, elles créent de la monnaie, justement. Ça, on en parlera davantage plus tard. Et puis, une politique financière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, l'État, évidemment, il intervient aussi dans le système financier par des réglementations publiques, donc notamment des règles prudentielles, des règles pour les réserves des banques, différentes réglementations donc, qui encadrent un peu le fonctionnement des marchés financiers. Et puis ça implique aussi des taux de change pour réglementer la convertibilité de la monnaie suisse ou d'un autre pays avec les autres, avec l'international. Donc ça, c'est un survol assez général de ce qu'implique, disons, un système monétaire. Alors, une autre question qu'on peut se poser assez générale, c'est quel lien entre la monnaie et la finance? Parce que c'est quand même 2 notions différentes, mais qu'on traite de manière commune dans la problématique ici. Donc, le premier point commun, c'est que tous les contrats financiers sont exprimés en monnaie. Et puis le deuxième lien très, très fort entre monnaie et finance, c'est justement la création monétaire, puisque les banques, à travers leur crédit, créent de la monnaie. Donc M. Mottier et M. Harim vous expliqueront plus précisément ce que ça veut dire créer de la monnaie ex nihilo, donc à partir de rien. Mais disons que voilà, c'est un peu contre-intuitif. Nous, on a l'habitude en tant que particulier on pense que la création monétaire se fait à partir d'une monnaie qui est déjà existante. En réalité, les banques, c'est vrai qu'elles n'ont pas besoin d'avoir une monnaie préexistante, elles peuvent la créer comme ça. Alors, là j'ai mis monnaie endogène. Oui, parce que la création monétaire, elle peut être endogène ou exogène. Alors justement, nous, on est dans un système où la création monétaire est endogène. Ça veut dire que c'est les banques commerciales donc, qui, à travers leur activité de crédit, créent de la monnaie pour répondre, donc, soi-disant, aux besoins de l'économie. C'est comme ça que se fait, en fait, la création monétaire. Mais il y a une autre conception, et ça remonte à des débats qui sont anciens en théorie économique, qui remontent au XIXe siècle. D'autres partisans défendent une création monétaire exogène, où là, c'est plus les banques commerciales qui décident de créer de la monnaie, mais c'est un institut, par exemple la Banque centrale, la Banque nationale suisse, qui pourrait décider chaque année de créer une certaine quantité de monnaie. Et donc, c'est plus des acteurs privés commerciaux qui décident, mais c'est un institut public, politique. Et donc ça, c'est quelque chose qui vous sera expliqué plus précisément par M. Mottier. Et puis, alors, un risque, là j'ai mis risque de bulle spéculative, parce que dans le système actuel de création de monétaire endogène, ce qui est souvent pointé du doigt, c'est les risques de bulle spéculative, parce que les banques qui créent de la monnaie, elles sont critiquées parce qu'elles, des fois, elles créent trop de monnaie, et puis elles créent des bulles, ou en période de crise, elles en créent pas assez. Donc il y a une attitude procyclique qui peut poser problème. Alors, et puis il y a des risques de faillite aussi, parce qu'une banque qui créerait trop de monnaie, qui n'arriverait pas ou qui devrait faire face à une ruée de ses clients pour récupérer leur monnaie, pourrait se voir confronté à une faillite. Alors, pour, disons, limiter ces risques, il y a 3 formes d'intervention publique dans le secteur bancaire.
Tout d'abord, il y a des réglementations prudentielles donc, qui concernent les fonds propres des banques. Jusqu'à maintenant, c'était 8%, mais avec la crise financière, maintenant, ils vont les augmenter d'ici 2019 à 10,5%. Ça, c'est le fameux comité de Bâle, hein, un organisme international qui émet des normes. L'assurance des dépôts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, normalement, les épargnants ont la garantie de pouvoir conserver leur encaisse sur leur compte jusqu'à un montant de 100 000 francs. Et puis, il y a le prêteur en dernier sort. Ça veut dire qu'en cas de crise, en fait, la Banque centrale est prête à intervenir pour endiguer une contagion de faillite, en fait, des faillites en chaîne qui engendrerait une crise massive qui ferait perdre tout l'argent des banques. Donc c'est ce qu'on a vu déjà à plusieurs reprises. On a vu plusieurs fois la Banque centrale européenne, enfin les États venir au secours des banques pendant la crise pour justement essayer d'endiguer le risque systémique et stabiliser le système. Voilà, donc ça c'est des considérations générales qui, j'espère, posent un petit peu... c'est peut-être un rappel pour certains ou pose un peu le cadre. Maintenant, une question qu'on peut se poser aussi, à quoi sert la monnaie en fait? Alors, pour les économistes, en fait, la monnaie, elle sert à surmonter ce qu'ils appellent la double coïncidence des besoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la double coïncidence des besoins? Ça veut dire qu'en fait, pour eux, la monnaie, elle a été inventée pour surmonter les inconvénients du troc. C'est-à-dire que si vous avez pas de monnaie, vous êtes obligé d'échanger vos biens contre d'autres biens et ça peut être assez compliqué. Si vous avez, je ne sais pas, moi je prends un exemple au hasard, mais une vingtaine de tables et que vous voulez acquérir, non, une vingtaine de chaises et que vous voulez acquérir une table, par exemple, il faut trouver quelqu'un qui aurait besoin de chaises et qui aurait en même temps une table à vous donner. Donc, alors qu'avec la monnaie, en fait, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez simplement acquérir votre table où vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'avoir cette double correspondance, en fait, des désirs, des besoins des deux échangistes. Donc, dans la perspective des économistes, la monnaie elle a été inventée pour justement surmonter ce problème. Et donc, elle remplit, dans tous les manuels d'économie, on voit ces trois fonctions. Donc, une fonction d'unité de compte, donc elle permet d'évaluer la valeur des biens, de faciliter le calcul des prix. Elle a un rôle d'intermédiaire des échanges, donc ça c'est ce que je vous disais, elle permet d'acquérir n'importe quel bien à n'importe quel moment, donc c'est plus facile que dans un système de troc. Et puis elle a une fonction de réserve de valeur parce qu'elle permet plus ou moins bien, en fonction de l'inflation, de conserver la valeur dans le temps. Alors, cette formule de John Stuart Mill résume, si vous voulez, un peu cette conception des économistes, c'est que la monnaie c'est un lubrifiant des échanges économiques. Alors, moi, ce que j'essaye de démontrer dans mon livre, justement, c'est que la monnaie, en fait, ça ne se réduit pas du tout à ça. C'est beaucoup plus large que ça. Et je vais puiser donc, dans l'anthropologie, dans les sciences sociales, mais aussi dans l'histoire, pour essayer de produire une conception plus large de la monnaie, une conception plus sociale et politique. Alors, le premier point qu'il faut relever, c'est que la monnaie, elle a été inventée... historiquement avant le marché. C'est-à-dire qu'il y a des travaux d'un professeur de Genève, Jean-Michel Servet, sur les paléomonnaies, notamment sur un peu l'ancêtre des monnaies, où on avait des monnaies marchandises, donc des marchandises qui servaient de monnaie. Et on voit que bien avant le développement du capitalisme, bien avant le développement des marchés, il y avait déjà des monnaies. Mais elles avaient d'autres fonctions, elles avaient des fonctions sociales, religieuses et politiques. Alors, justement, en fait, nous, on est tellement habitués à la monnaie, en guillemets, du système capitaliste qu'on on doit faire un effort pour essayer essayer de concevoir comment fonctionnait la monnaie à l'époque, mais si vous voulez, la monnaie, elle était vraiment insérée dans des relations sociales, dans des relations communautaires, et elle servait par exemple les monnaies marchandises, hein, il y avait des fois des coquillages ou des objets, des diamants ou des métaux précieux qui servaient de monnaie, mais elles avaient différentes fonctions, par exemple financer le droit d'entrée pour les cultes religieux, à certaines occasions pour les rites de passage, pour s'acquitter d'amendes, mais la monnaie, elle n'était pas généralisée dans toute la société, et elle servait pour certaines occasions, et puis elle avait des fonctions beaucoup plus larges. Alors, là, il y a une illustration de ce type dans ce que Jean-Michel Servet appelle des paléomonnaies, donc par exemple les coquillages, parce que c'est quelque chose qui est assez facile à transporter, qui est facile à utiliser en fait. Et puis ça, c'est une illustration qui montre d'autres types d'objets qui ont aussi servi de monnaie dans l'histoire.
Alors ensuite, ça c'est une illustration de... je vais juste... Voilà. Ça c'est les premières, en fait, les premières monnaies frappées qui sont apparues donc, au royaume de Lydie, donc un ancien pays d'Asie mineure. Ah, voilà. Et en fait, ce qui est frappant sur cette illustration, c'est que vous voyez à gauche le côté face de la monnaie et à droite, en fait, le côté pile. En fait, là, ils utilisaient un poinçon pour faire des inscriptions sur le côté pile. En fait, ça donnait une indication sur la valeur de la pièce de la monnaie. Et puis la tête de lion que vous voyez à gauche, en fait, c'était le symbole de la souveraineté, si on veut, le symbole impérial, en fait, de la ville, donc Sardes, d'où vient cette monnaie, l'emblème royal, voilà, de la capitale. Donc on voit que déjà sur les premières pièces, en fait, il y a comme sur les francs suisses, en fait, si on veut, il y a cette ambivalence, c'est-à-dire qu'on retrouve à la fois un symbole de souveraineté, donc un symbole politique, hein, la tête de lion, et puis de l'autre côté, on retrouve une indication de valeur, c'est-à-dire un chiffre, si vous voulez, bon là, c'est pas un chiffre, mais c'est une inscription au poinçon, mais qui indique la valeur de la monnaie. Donc ça, c'est un constat qui est fait par les anthropologues et les historiens, c'est l'ambivalence fondamentale de la monnaie. Dès les origines, elle a ce double côté à la fois politique et économique. Alors justement, en résumé, donc, ce que je voulais dire un peu dans cette introduction, c'est que les économistes ont une conception réductrice de la monnaie, qui est réduite en fait à ses fonctions marchandes. La monnaie, à l'origine, on le voit, elle avait une ambivalence, donc c'est à la fois quelque chose de politique et de privé, un bien public, un bien privé. Et cette dimension bien public, eh bien, elle implique une régulation publique dans l'intérêt de la collectivité, et pas seulement des règles qui vont dans le sens donc, du bon fonctionnement de l'économie. Voilà, alors maintenant je passe à la deuxième phase de ma présentation qui porte plus spécifiquement sur mon livre, où j'aimerais vous présenter en fait comment j'ai construit cette relation entre monnaie et citoyenneté. Parce que dans la littérature académique, si vous cherchez monnaie et citoyenneté, vous ne trouverez pas grand-chose. Moi, quand j'ai commencé mon doctorat et que j'ai dit que je voulais faire une thèse sur monnaie et citoyenneté, on m'a d'abord dit que qu'on voyait vraiment pas comment j'allais faire, que c'était impossible, parce que ça portait sur des pratiques sociales qui étaient tellement disjointes, tellement éloignées l'une de l'autre, qu'on ne voyait vraiment pas comment on pouvait les intégrer dans une réflexion commune. Alors, moi je les ai reliés en fait avec quatre fonctions monétaires qui entrent en interaction avec deux dimensions de la citoyenneté. Donc les fonctions symboliques, socio-économiques et psycho-affectives renforcent la cohésion sociale de la société. Et puis la fonction politique, en revanche, ça c'est le rapport à la souveraineté, interagit plutôt avec la dimension droits sociaux. Mais je vais vous expliquer plus précisément, ça vous donne un aperçu général de cette relation. Et concernant la fonction symbolique, donc, vous l'aurez remarqué sur les pièces, les monnaies, il y a plein de symboles, en fait, symboles nationaux. Ça, c'est un vieux billet de 5 francs, parce qu'en Suisse, on avait des billets de 5 francs donc, jusqu'en 1980. Ça, c'est le billet qui a duré le plus longtemps en Suisse, hein, de 1914 à 1980. Et on voit, par exemple, évidemment, le drapeau suisse, on voit aussi, par exemple, Guillaume Tell. Voilà, donc c'est juste pour montrer la symbolique monétaire qui essaye, en fait, qui donne un sentiment d'identification aux gens qui l'utilisent, aux Suisses qui l'utilisent par exemple, un sentiment d'identification à la communauté nationale. Parce que les monnaies ont été utilisées à dessein pour aussi, dans le cadre de la construction de l'État-nation, instiller ce sentiment d'identification à la communauté nationale. Donc voilà, ça c'est un exemple de la fonction symbolique. Le billet de 1 $ est aussi très riche en symboles. Je ne veux pas tous les commenter, mais on voit l'effigie de George Washington, la pyramide qui symbolise la force et la durée. On ne le voit pas très bien, mais au sommet de la pyramide, il y a un œil, ça s'appelle l'œil omniscient, qui illustre la providence divine, parce que dans l'histoire américaine, il y a cette idée en fait d'une providence divine, d'un destin divin, quoi, en fait, une mission divine des États-Unis. Et puis l'aigle qui symbolise l'indépendance des États-Unis. Et puis un dernier exemple de cette fonction symbolique, c'est la pièce. Sur les euros, c'est un peu plus compliqué parce que comme c'est une monnaie transnationale, mais il y a toujours un côté de la pièce qui donne la valeur de la pièce, et puis l'autre côté qui donne un symbole d'un des États membres de la zone euro. Là, par exemple, vous voyez, ça c'est une ancienne pièce athénienne qui date donc il y a 2000 ans,
Et le symbole de la chouette a été repris sur la pièce de 1 euro. La chouette symbolisait la sagesse dans la société grecque, parce que c'était l'oiseau qui voyait la nuit, donc l'oiseau qui voyait ce que les autres oiseaux ne voyaient pas. Il y accompagnait toujours la déesse Athéna, Athéna, non, qui était la déesse de la sagesse. Mais pas Athéna, une autre, je crois, je ne sais plus. Voilà, donc... Ensuite, la fonction socio-économique, c'est plus difficile à illustrer, mais c'est l'idée que la monnaie, elle remplit une fonction de langage économique commun. Parce qu'en fait, pour comprendre ça, il faut se rappeler qu'avant le 19e siècle, il y avait beaucoup de monnaies privées en fait, qui coexistaient sur le territoire. Il n'y avait pas forcément de monnaie officielle qui était utilisée de façon homogène sur les territoires. Et donc... surtout, les classes sociales pauvres avaient des monnaies souvent de très mauvaise qualité, qu'ils n'arrivaient pas à convertir avec des bons taux de change. Et puis les classes riches, eux, avaient des très bonnes monnaies beaucoup plus fortes. Et c'est seulement entre le 19e et le début du 20e siècle qu'il y a eu une création de monnaies nationales homogènes. Où on s'est dit, bon, avec le développement de l'État-nation, on va créer des monnaies, on va supprimer certaines monnaies privées, créer des monnaies de meilleure qualité pour toutes les classes sociales. Et puis petit à petit, en fait, à des rythmes différents, les États ont créé des monnaies nationales homogènes. Donc la monnaie, elle a cette fonction de fournir un langage économique commun à tous les citoyens, quelle que soit leur classe sociale, en fait. Et puis la monnaie, elle a aussi une fonction, entre guillemets, psycho-affective ou émotionnelle, on pourrait dire. Là, je vous ai mis un agrandissement d'un billet de 1 $ où on retrouve cette devise « In God we trust ». Tout ça pour dire que la monnaie, enfin toute monnaie est fiduciaire, c'est-à-dire qu'elle repose sur un sentiment de confiance, hein, fiducia signifiant confiance. Qu'est-ce qui fait que vous, si on vous donne un billet de 50 francs, vous allez, alors que c'est juste un bout de papier, vous allez l'accepter spontanément sans réfléchir? C'est parce que vous avez confiance, plus ou moins consciemment, qu'il y a derrière une banque nationale suisse qui, si vous voulez convertir ce billet dans une autre monnaie, vous pourrez le faire. Vous savez que dans les magasins, on acceptera votre billet. Donc il y a une sorte de confiance à la fois dans la force de l'économie suisse, aussi dans la fiabilité en fait, de l'Institut d'émission, donc de la Banque nationale. Et cette confiance, elle joue un rôle important dans la stabilité de la monnaie. De même sur les marchés financiers, que ce soit la confiance ou d'autres émotions, peuvent jouer un rôle très important. En période de crise financière, ce sera plutôt la défiance ou la peur ou la panique parfois, mais les émotions jouent un rôle important dans le phénomène monétaire. Et puis, alors, la dernière fonction, c'est la fonction la plus compliquée à expliquer, mais c'est la fonction politique, donc c'est le rapport à la souveraineté. Et moi, dans mon livre, je mets l'accent sur la dimension internationale, c'est-à-dire que la structuration du système monétaire international a un impact important sur la souveraineté de l'État. Alors je prends l'exemple là du régime monétaire de Bretton Woods. Donc ça, c'est le régime monétaire international qui s'est construit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Bretton Woods, c'est une petite ville aux États-Unis. Et les deux principaux négociateurs, c'était Keynes, John Maynard Keynes pour le Royaume-Uni, et puis du côté américain, c'était Harry Dexter White, qui ont été les deux principaux protagonistes en fait de la construction de ce régime monétaire. Et à l'époque, donc, ils avaient une conception complètement différente de la nôtre de la finance. En particulier, ils n'étaient pas du tout pour des marchés financiers ouverts, globalisés, avec une forte spéculation. Ils avaient vécu les affres de la crise de 1929 et toutes les conséquences catastrophiques qui s'en sont suivies, une époque qui ressemble d'ailleurs à ce qu'on vit actuellement. Et ils en avaient tiré les leçons, c'est qu'il fallait éviter une finance trop internationalisée qui risque de déstabiliser l'économie, éviter aussi la spéculation en particulier. Et donc, ils ont construit un système monétaire, donc le régime monétaire de Bretton Woods, qui était basé sur des contrôles de capitaux très stricts et qui aussi avait construit une séparation assez forte entre les marchés financiers, entre si vous voulez, les comptes des épargnants et puis la finance sur les marchés. Il y avait une séparation qui protégeait les comptes des épargnants, si vous voulez.
Et puis, si vous voulez, ce système monétaire international a permis justement aussi à l'État-providence, en fait, à l'État social d'émerger, parce qu'il était protégé en fait aussi des interférences financières, des attaques spéculatives. Aujourd'hui, on vit dans un régime monétaire justement qui est au niveau financier pratiquement l'inverse de ça, puisqu'il est totalement globalisé. Les contrôles de capitaux, c'est devenu une hérésie, alors qu'à l'époque, c'était une orthodoxie en fait. Donc il y a eu une inversion complète, si vous voulez, au niveau idéologique. Alors ça, je ne peux pas le développer beaucoup plus, mais je fais un survol parce que c'est assez dense. Mais alors justement, par rapport à la période plus contemporaine, donc la période de la globalisation financière, qui a commencé donc depuis la fin des années 60. Donc il y a eu une ouverture des marchés financiers, comme je disais, une mise en concurrence des États avec les politiques que tout le monde connaît, donc libéralisation, dérégulation, privatisation. Et dans ce contexte, en fait, il y a des acteurs privés qui ont émergé, qui ont pas mal de pouvoir. Je mentionne par exemple les agences de notation et puis les investisseurs institutionnels. C'est sur ces deux acteurs que porte un des chapitres de mon livre, justement, parce que c'est peut-être les acteurs qui se sont développés le plus durant les 20 ou 30 dernières années et qui ont acquis un pouvoir assez exorbitant sur les marchés financiers. Et l'une des conséquences, c'est justement une mise sous pression de l'État social et des droits sociaux. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Ouais. Je ne veux pas prendre toute la... Ah d'accord, ok, alors ça va. Alors justement, je prends l'exemple par exemple des agences de notation. Bon, vous en avez tous entendu parler dans le cadre de la crise, je pense. Ce sont des acteurs qui existent depuis longtemps, mais qui se sont beaucoup développés. Et par exemple, donc, leur rôle aux agences de notation, c'est d'évaluer la solvabilité des États, donc d'évaluer dans quelle mesure les États sont capables de rembourser leurs dettes, en fait. Et pour ce faire, enfin pas que les États d'ailleurs, ils évaluent aussi les entreprises, les municipalités, enfin plein d'acteurs. Mais pour ce faire, ils évaluent différentes politiques des États, notamment l'aspect fiscal, ce qu'ils appellent le score fiscal des États. Et par exemple, ils vont se pencher sur le niveau de sécurité sociale, le niveau des salaires dans le secteur public, le niveau des dépenses liées aux retraites ou à la santé publique. Et donc, si vous voulez, ils vont très loin dans l'analyse sur des facteurs qui sont sociaux et politiques. Et puis évidemment, même si eux, ils prétendent être totalement neutres dans leur évaluation, parce qu'ils se considèrent qu'ils sont des experts complètement neutres, en fait, ils ont évidemment un biais idéologique très clair. C'est-à-dire que si un État est, disons, trop généreux en termes de dépenses sociales ou de retraite ou de choses comme ça, c'est quelque chose qui aura clairement tendance à baisser, à les inciter à baisser la notation de l'État. Et par contre, si un État privatise, dérégule, enfin suit les recettes entre guillemets néolibérales, il aura de bonnes chances d'avoir une note supérieure. Donc tout ça pour dire que les évaluations de ces agences portent sur des aspects qui touchent à la citoyenneté, aux droits sociaux, aux retraites. Et les notations de ces agences ont un impact, notamment en période de crise financière. On l'a vu par exemple avec la Grèce. Pendant la crise, les agences ont fortement dégradé la notation de la Grèce. Et ce qui se passe, c'est quand la note d'un État est dégradée, après, ça a des répercussions sur le taux d'intérêt auquel l'État peut emprunter. Et la Grèce s'est retrouvée, par exemple, à payer des taux d'intérêt sur sa dette à un taux de 16%, alors que l'Allemagne et la France payaient du 3%. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été sévèrement dévalués ou sanctionnés par les agences de notation. Et ça, c'est mécanique, c'est-à-dire que le jour même où les agences annoncent la dégradation, le lendemain, on voit les taux d'intérêt ou le lendemain ou même avant, mais on voit les taux d'intérêt qui augmentent. Donc, en période de crise, ça peut avoir un impact très fort. Ensuite, une autre catégorie d'acteurs que j'aborde dans mon ouvrage, c'est les investisseurs institutionnels, donc tout ce qui est fonds de pension, organismes de placement collectif, donc qui gèrent toute l'épargne et les retraites. Ces acteurs, en fait, se sont énormément développés sur les marchés financiers. Ils ont acquis des participations dans plein de sociétés. Et en fait, ils ont pour objectif ce qu'ils appellent donc la création de valeur pour l'actionnaire. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, leur objectif, c'est pas que les entreprises fassent du profit, mais c'est qu'elles fassent à peu près 15%
ont réalisé un taux de rentabilité d'à peu près de 15%, ce qui est énorme. Et pour arriver à des taux de profit aussi élevés, elles ont différents moyens, elles appliquent différentes politiques qui vont donc de la fusion-acquisition à la sous-traitance, à la modification des règles de la gouvernance d'entreprise, et puis aussi la fermeture, par exemple, des régimes de retraite par répartition, et on les remplace par des régimes par capitalisation qui coûtent moins cher. Donc, c'est plein de politiques, si vous voulez, qui ont pour but de réduire la masse salariale, de réduire les salaires et d'augmenter les profits qui seront redistribués aux actionnaires. Donc, ce capitalisme actionnarial qui s'est développé durant les 20 dernières années aussi met sous pression l'État social et les droits sociaux. Voilà, donc ça, c'est deux exemples d'acteurs financiers qui ont des implications très claires sur la citoyenneté sociale. Et donc, pour finir sur la globalisation financière, c'est une dynamique qui tend, si vous voulez, vers ça, c'est-à-dire davantage de responsabilisation individuelle, comme je disais, donc plutôt la privatisation des systèmes de retraite, et puis aussi il y a une très forte tendance à l'éducation financière. De nombreux pays et d'organisations internationales comme l'OCDE, mais il y en a plein d'autres, promeuvent l'éducation financière comme un moyen, si vous voulez, de pallier aussi à cette érosion de la sécurité sociale. L'idée, c'est que les citoyens devraient devenir un peu des investisseurs informés, capables finalement de se débrouiller tout seuls, c'est-à-dire de prendre leur épargne, de l'investir sur les marchés et puis de récolter les fruits de leur investissement pour préparer leur retraite ou voilà, améliorer leur sécurité économique. Donc il y a cette idée qui se développe et qui en fait est complètement utopique parce que c'est pas avec l'éducation financière, même les banquiers n'arrivent pas, disons, à avoir des rendements satisfaisants sur les marchés. Donc, ce n'est pas les citoyens avec quelques heures d'éducation financière par mois ou par année qu'on va se débrouiller pour avoir une sécurité économique. Donc, c'est plutôt un prétexte pour justifier, en fait, une érosion des droits sociaux, une érosion de la protection sociale, qu'on met en avant cette éducation financière qui, en réalité, ne peut pas fonctionner dans ces conditions. Alors voilà, j'en arrive donc à la conclusion. Dans ma conclusion, je ne voulais pas répéter tout ce que j'ai dit, je voulais plutôt ouvrir sur d'autres phénomènes actuels qui illustrent encore cette relation entre monnaie et citoyenneté. On pourrait parler des multiples mutations de la crise, puisque la crise financière, ça fait bientôt 10 ans que cette crise s'est déclenchée, c'était en 2007, on est bientôt en 2017. Elle a été d'abord financière, elle a été économique, elle a été sociale. Maintenant, elle est politique. On voit les effets que ça a. Je veux dire, la montée des populismes, le Brexit, Trump à la présidence. Tout ça, c'est des phénomènes qui ne sont pas sans lien avec les conséquences de la crise financière. Et ça rappelle d'ailleurs beaucoup la période des années 30, où il y a eu tout ce phénomène aussi de repli national. Donc là, on voit que la monnaie, la finance, quand elle est en crise, elle a des implications extrêmement fortes et dans la longue durée. Les monnaies numériques privées, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais évidemment, c'est aussi un phénomène, le Bitcoin, qui se développe, qui pose la question aussi de la citoyenneté, c'est-à-dire que des monnaies privées, pourquoi pas, ça peut être un espace de liberté, mais il y a aussi des questions qui se posent, parce que des monnaies qui seraient que privées, où il n'y aurait pas de contrôle public, ça peut être aussi la porte ouverte à d'autres pratiques qui ne sont pas forcément souhaitables. Donc là, il y a des enjeux. Les monnaies locales complémentaires, on en parle beaucoup. Là aussi, ça permet peut-être à des citoyens, à des communautés ou à des régions de porter des projets sociaux, développement durable ou autres. Donc là, il y a une articulation monnaie-citoyenneté. Et puis, évidemment, des propositions comme celles que font les partisans de l'initiative fédérale Monnaie Pleine, ou qui proposent un autre rapport à la souveraineté monétaire avec donc l'interdiction pour les banques de créer de la monnaie. Voilà, donc j'espère que ce n'était pas trop long et que ça introduit à peu près le sujet, et je laisse la parole donc à mes successeurs, M. Mottier et M. Heim.